Une bascule fulgurante secoue l'équilibre mondial à une vitesse que les modèles n'avaient jamais anticipée. Tandis que les indicateurs britanniques se dégradent, un paradoxe saisissant apparaît. La stagnation industrielle du Royaume-Uni avance au même rythme que l'essor énergétique africain, créant une fracture que les analystes peinent à absorber. Dans ce glissement discret mais décisif, le rôle géopolitique d'une figure comme Ibrahim Traoré prend une dimension nouvelle. Le monde que l'on croyait stable révèle soudain une architecture beaucoup plus mobile qu'il n'y paraît. Ce renversement inattendu ne se résume pas à une simple fluctuation économique. Il recompose en profondeur les rapports de force que l'on croyait stabilisés depuis des décennies. La valeur de cette analyse réside précisément dans la capacité à offrir une lecture structurée et opérationnelle de cette mutation afin d'identifier les mécanismes visibles et souterrains qui redessinent déjà plusieurs trajectoires nationales. Car l'écart croissant entre la Grande-Bretagne en stagnation et une Afrique en consolidation énergétique n'est plus conjoncturel. Il devient structurel et s'accélère de manière cumulative. À mesure que les leviers critiques se déplacent, énergie, démographie, minerais, corridors logistiques, les marges de manœuvre des puissances établies se réduisent tandis que de nouveaux acteurs se voient dotés d'une cohérence stratégique accrue. Les États, les entreprises, les investisseurs, mais aussi les citoyens ressentent déjà les premiers effets d'un réalignement dont les fondations déterminent la prospérité future. L'enjeu est clair. Comprendre le mouvement avant qu'il ne devienne irréversible. La divergence entre la Grande-Bretagne et l'Afrique ne s'est pas déclenchée au moment où les premiers indicateurs britanniques ont viré au rouge. Elle s'est formée bien plus tôt, dans une accumulation silencieuse de signaux que de nombreux observateurs ont sous-estimés. Depuis plus d'une décennie, la productivité industrielle britannique stagnait. Les investissements manufacturiers glissaient derrière ceux de la plupart des économies avancées et, après 2008, les bilans bancaires révélaient déjà des pertes récurrentes qui indiquaient qu'un retour uniforme à la stabilité était illusoire. À cela s'ajoutait une dépendance énergétique croissante, exposant le pays à une volatilité que sa structure de services ne pouvait contenir. Les coûts domestiques grimpaient, les marges industrielles se réduisaient et les premières fissures socio-économiques apparaissaient, discrètes mais constantes. En parallèle, l'Afrique entrait dans une phase de structuration méthodique. L'émergence de corridors énergétiques, la multiplication de mégaprojets solaires, la modernisation portuaire et l'intégration commerciale continentale créaient un socle robuste que les investisseurs ne pouvaient plus ignorer. Là où Londres supposait que son statut historique garantirait son avenir, plusieurs capitales africaines remodelaient activement leurs règles du jeu. L'essor d'infrastructures énergétiques stables et de logistiques cohérentes attirait progressivement un capital mondial à la recherche de prévisibilité. Ce contraste éclaire la nature structurelle de la bascule. Un centre de gravité économique se déplace rarement d'un seul coup. Il dérive lorsque des trajectoires opposées deviennent cumulatives. C'est précisément cet élan, perceptible dans la cohérence croissante des stratégies africaines, qui révèle la profondeur du réalignement en cours. Les prémices du changement étaient visibles bien avant d'apparaître dans les rapports officiels, mais seuls ceux qui observaient les mécanismes internes des économies avaient perçu la rupture naissante. Comprendre cette lente gestation permet aujourd'hui d'interpréter avec plus de clarté la transformation globale qui s'impose. Pour saisir la logique d'un réalignement systémique, il faut observer ceux qui ont perçu la rupture bien avant qu'elle ne s'impose dans les statistiques officielles. Dans les Midlands britanniques, un directeur d'atelier décrivait dès 2016 une situation paradoxale.
Les commandes existaient, mais les chaînes de production tournaient au ralenti. Le coût énergétique, devenu imprévisible, effaçait toute marge et transformait chaque variation de prix en menace directe pour la viabilité industrielle. Ce témoignage, longtemps perçu comme une anecdote isolée, annonçait en réalité une fragilité plus profonde, celle d'un modèle dépendant d'un approvisionnement énergétique qu'il ne contrôlait plus. À l'inverse, un autre type de trajectoire apparaissait de manière simultanée sur le continent africain. À Nairobi, une jeune entreprise logistique a vu son volume doubler en moins de 3 ans, porté par l'intégration progressive des plateformes numériques et par l'amélioration constante des corridors intérieurs. Ce n'était pas un coup de chance, mais le résultat d'une architecture régionale qui reliait énergie stable, infrastructures fonctionnelles et marchés en expansion. Ces récits, mis en regard, montrent comment des acteurs ordinaires deviennent des capteurs avancés des transformations structurelles. Les banques ou les autorités publiques réagissent souvent tard. Les responsables d'ateliers, les logisticiens ou les opérateurs locaux perçoivent les tensions et les opportunités des années auparavant. Leur expérience quotidienne constitue souvent le premier miroir d'un glissement plus large. Comprendre ces signaux précoces, c'est comprendre le début réel du basculement. Le basculement étudié ne s'est pas manifesté par un choc soudain, mais par une succession d'enchaînements qui, une fois mis bout à bout, composent un cycle cohérent. L'activation du processus commence lorsque l'industrie britannique se retrouve sous pression. Les usines chimiques réduisent leurs équipes pour tenter d'absorber la montée des coûts énergétiques. Les aciéries, incapables de maintenir leurs marges pendant les périodes de pointe, suspendent leurs opérations sur des plages horaires entières. Du côté des fournisseurs automobiles, chaque surcoût logistique devient un risque immédiat pour l'équilibre financier. Ces ajustements, encore considérés comme temporaires au départ, s'accumulent jusqu'à transformer l'atmosphère économique. Dans les rues, les vitrines fermées apparaissent de plus en plus souvent, signe tangible pour les ménages qu'un ralentissement profond est en cours. Cette désorganisation progressive de l'écosystème industriel produit un effet indirect mais décisif, une érosion lente de la confiance. Or, la confiance constitue un élément fondamental dans toute économie fondée sur l'investissement. Lorsque les acteurs industriels ne parviennent plus à anticiper l'évolution de leurs coûts, ils réduisent leurs engagements, reportent leurs projets ou reconfigurent leurs chaînes d'approvisionnement. Le fragile équilibre entre capacité productive, prix de l'énergie et stabilité financière commence alors à se fissurer. Le point de tension véritable se déclenche lorsque les investisseurs requalifient Londres. Ce qui était perçu depuis longtemps comme un refuge devient progressivement une région à croissance faible et à volatilité élevée. La livre recule, rendant les importations plus onéreuses. Les banques resserrent le crédit, ce qui alourdit encore les conditions d'exploitation des entreprises. La question n'est plus de savoir si certaines divisions seront délocalisées, mais vers quelles régions elles seront redirigées. Ce basculement mental agit comme un accélérateur. Des bureaux sont déplacés, des lignes de production sont transférées vers des hubs plus dynamiques, les chaînes logistiques sont reroutées. Ce mouvement, d'abord discret, se répand de manière mécanique, presque routinière, jusqu'à devenir une tendance publique, visible dans les fermetures d'usines et dans l'incapacité des infrastructures vieillissantes à soutenir la résilience économique. Pendant que le Royaume-Uni découvre que ses avantages historiques ne suffisent plus à compenser la perte d'élan, un autre mouvement prend de la vitesse à plusieurs milliers de kilomètres au sud. Sur le continent africain, de nouvelles zones industrielles s'allument pour la première fois, révélant une montée en puissance structurée plutôt qu'un ensemble d'initiatives dispersées. C'est qui? Les corridors logistiques se développent, reliant l'intérieur du continent à des ports en eau profonde modernisés.
Des parcs pharmaceutiques, agricoles et manufacturiers voient le jour, conçus non pour exporter des matières premières brutes, mais pour retenir la valeur dans les chaînes de production locales. Ce qui se présente comme un exode industriel du côté britannique est vécu comme une absorption maîtrisée du côté africain. Les infrastructures se modernisent, les universités forment de nouveaux ingénieurs, les partenariats internationaux se multiplient. L'élan ne se disperse plus, il se structure. Et c'est à ce moment précis que la dérive du centre de gravité économique devient visible. Une économie hésite, l'autre avance. Dans cette dynamique cumulative, le basculement cesse d'être une hypothèse pour devenir une réalité mesurable. Le contraste entre les trajectoires britanniques et africaines devient particulièrement clair lorsqu'on observe les données réunies dans la période post-2008. Si les récits et les témoignages permettent de saisir l'ambiance générale d'un basculement, ce sont les indicateurs énergétiques, monétaires et industriels qui révèlent la véritable profondeur de la divergence. Le premier élément marquant concerne l'intensité énergétique de l'industrie britannique. Au cours des années de volatilité mondiale, elle a augmenté bien plus rapidement que la moyenne européenne, plaçant le Royaume-Uni dans une position défavorable. Cette hausse, importée en grande partie par une dépendance accrue aux marchés internationaux, fragilise mécaniquement la compétitivité nationale. Dans les secteurs lourds, comme la sidérurgie ou la chimie, chaque point d'augmentation des coûts énergétiques agit comme un multiplicateur négatif. Le phénomène est simple. Lorsqu'un choc survient, il produit un effet supérieur au précédent, accélérant l'érosion des marges et limitant la capacité d'investissement. Le deuxième indicateur majeur provient de la dépendance énergétique du Royaume-Uni. À mesure que la production domestique déclinait, le pays s'est retrouvé exposé à des fluctuations mondiales qu'il ne maîtrisait plus. Cette vulnérabilité n'a rien d'un détail technique. Elle structure l'ensemble des prix industriels, modifie la planification à long terme des entreprises et pèse sur la stabilité financière. Dans une économie dominée par les services où l'industrie représente moins qu'ailleurs, mais conserve un rôle stratégique, l'instabilité énergétique devient un facteur de contraction durable plutôt qu'un simple épisode cyclique. Les industriels ont réagi de manière prévisible. Ajustement opérationnel, réduction d'équipes, reconfiguration de chaînes logistiques et, dans certains cas, retrait pur et simple de segments d'activité. Le troisième élément quantifiable concerne la livre sterling. Lors des périodes de tension, son affaiblissement a systématiquement augmenté le coût des importations essentielles pour les chaînes de production. Les industries dépendantes de composants internationaux ont été touchées de plein fouet. Une monnaie affaiblie réduit la capacité d'investissement, compresse les marges et accélère les arbitrages de localisation, surtout lorsque d'autres régions offrent une prévisibilité énergétique supérieure. Le cumul de ces pressions transforme un modèle autrefois agile en un environnement perçu comme imprévisible par les investisseurs. Cette perception, loin d'être secondaire, influence directement les décisions de long terme qui façonnent les trajectoires industrielles. En face, les données africaines constituent un contrepoint remarquable. L'intégration énergétique progresse par étapes cohérentes. Méga-projets des solaires, géothermie stabilisée, interconnexion régionale et investissements continus créent une base de coûts que les acteurs mondiaux commencent à juger prévisible. Le mot est important car la prévisibilité est rare dans les marchés émergents. Or, c'est précisément cette qualité qui attire les industries à forte consommation énergétique. Le mouvement est circulaire. La stabilité énergétique attire l'investissement et l'investissement renforce les infrastructures, consolidant encore la stabilité. La juxtaposition de ces tendances ne raconte pas simplement un déclin d'un côté et une ascension de l'autre. Elle met en lumière un transfert d'élan.
Là où le Royaume-Uni subit l'effet cumulatif de fragilité structurelle, plusieurs régions africaines bénéficient d'un alignement progressif de leviers: énergie, logistique, infrastructure et marché en expansion. Le résultat est une recomposition dont les effets deviennent de plus en plus mesurables, trimestre après trimestre. Pour comprendre pleinement la portée du réalignement en cours, il est utile d'examiner les deux principaux arguments qui s'opposent dans l'analyse publique. Le premier, souvent avancé par les partisans d'une lecture modérée, affirme que la situation britannique n'est qu'un cycle prolongé semblable à d'autres épisodes de ralentissement. Selon cette perspective, l'expertise financière de Londres, son réseau universitaire et sa capacité d'innovation constituent des amortisseurs capables d'absorber les chocs. Les tensions actuelles seraient amplifiées par la conjoncture énergétique mondiale et non révélatrices d'une transformation structurelle. Les fondamentaux institutionnels, jugés robustes, permettraient un rebond lorsque les marchés se stabiliseront. Le second argument sceptique concerne l'ascension africaine. Certains observateurs estiment que, malgré les progrès visibles, la diversité des régimes politiques, les contraintes logistiques et les vulnérabilités climatiques pourraient limiter la portée de cet élan. Ils considèrent que l'intégration énergétique et commerciale, bien que notable, demeure inégale et pourrait être freinée par des défis persistants. Selon eux, les signaux positifs n'indiqueraient pas encore la formation d'un véritable centre de gravité mondial, mais plutôt une série de poches de croissance isolées. Cependant, ces deux positions se heurtent directement aux données du récit source. Le Royaume-Uni ne fait pas face à un ralentissement ordinaire. L'érosion industrielle, les fermetures d'usines, la dépendance énergétique et l'affaiblissement monétaire s'inscrivent dans une trajectoire de fragilisation continue. Aucun indicateur ne suggère que les tensions actuelles ne sont qu'un cycle temporaire. À l'inverse, les progrès africains reposent sur des systèmes interconnectés. Énergie renouvelable stable, corridors industriels, infrastructures logistiques repensées, plateformes numériques et harmonisation commerciale. La cohérence simultanée de ces dynamiques contredit l'idée de poches isolées. Les faits montrent un mouvement coordonné et non une succession d'exceptions. Ainsi, la lecture la plus solide repose moins sur l'intuition que sur la structure observée. Une économie se contracte tandis qu'un autre espace économique s'organise, révélant un réalignement plus profond que ne le suggèrent les analyses prudentes. Le point décisif du réalignement n'apparaît pas d'abord dans les bilans comptables, mais dans la manière dont les entreprises reconfigurent leur carte mentale. Le moment clé survient lorsque des multinationales, longtemps ancrées au Royaume-Uni, commencent à considérer des hubs africains comme des alternatives crédibles, parfois même préférables. Ce basculement est essentiel, car il intervient avant que les chiffres officiels ne reflètent le changement. Il signale que la perception du risque et de la stabilité se déplace. Cette transition ne repose pas sur un facteur isolé, mais sur une cohérence nouvelle. Corridors industriels connectés à des ports modernisés, chaînes logistiques soutenues par des systèmes numériques, stabilité énergétique issue d'investissements continus. Là où le Royaume-Uni peine à maîtriser ses coûts et à offrir de la visibilité, plusieurs régions africaines proposent une architecture capable d'absorber l'investissement et de le maintenir. Le renversement devient alors un mouvement reproductible. Des entreprises s'installent, d'autres suivent, et la masse critique se forme. À ce stade, le réalignement cesse d'être une hypothèse pour devenir une trajectoire. Les répercussions du réalignement entre une Grande-Bretagne fragilisée et une Afrique en consolidation ne se limitent pas aux grandes tendances macroéconomiques. Elles touchent directement les logiques politiques, industrielles et sociales de quatre ensembles d'acteurs. Pour les États, le contraste est saisissant.
Au Royaume-Uni, la volatilité énergétique réduit les marges budgétaires. Les projections doivent être révisées et la croissance attendue s'érode. Les modèles fondés sur une stabilité industrielle héritée ne tiennent plus face à la pression des importations critiques, à la contraction manufacturière et aux coûts imprévisibles. À l'inverse, plusieurs États africains gagnent en influence grâce à la consolidation de leurs infrastructures énergétiques et à la montée en puissance de leurs corridors industriels. Cette progression offre de nouvelles capacités de négociation, modifiant les équilibres régionaux et internationaux. Les entreprises constituent le deuxième groupe frappé par cette recomposition. Au Royaume-Uni, les coûts d'exploitation imprévisibles, l'affaiblissement de la livre et le resserrement du crédit accélèrent les délocalisations. Les chaînes logistiques, autrefois centrées sur les ports britanniques, se réorientent vers des hubs offrant plus de prévisibilité. Les entreprises revoient leurs implantations, testent de nouveaux corridors et déplacent parfois l'ensemble de leurs opérations vers des zones où l'énergie est stable et les infrastructures cohérentes. Sur le continent africain, la dynamique inverse apparaît. Une industrialisation progressive attire des partenariats manufacturiers et technologiques. Les acteurs mondiaux reconnaissent la cohérence structurelle de régions où l'énergie renouvelable et la logistique intégrée stabilisent les coûts. Le troisième groupe, celui des populations, ressent les conséquences dans son quotidien. Au Royaume-Uni, la hausse des prix exerce une pression constante sur les ménages, tandis que les fermetures d'usines réduisent les opportunités locales. Les services publics doivent absorber la charge d'une économie moins dynamique. En Afrique, l'émergence d'une main-d'œuvre jeune et l'expansion urbaine créent un environnement où les perspectives s'élargissent, mais où la nécessité d'une gouvernance adaptée devient essentielle. Les trajectoires sociales se transforment, révélant l'impact humain de ce réalignement. Enfin, les partenaires régionaux et internationaux voient leur stratégie profondément reconfigurée. Les États-Unis, longtemps habitués à s'appuyer sur le Royaume-Uni comme relais de stabilité, doivent désormais intégrer un paysage où l'Afrique occupe une place plus centrale. Les accords énergétiques, miniers et logistiques se redéfinissent autour d'un centre de gravité qui glisse vers le sud. Dans ce contexte, des dirigeants africains comme Ibrahim Traoré trouvent un espace inédit pour affirmer leur stratégie et négocier à partir de leviers renforcés. Ce réseau d'effets croisés montre que le réalignement n'est pas un phénomène abstrait. Il recompose simultanément les priorités étatiques, les choix industriels, les conditions de vie et les équilibres diplomatiques. La transformation se diffuse à tous les niveaux du système. Dans l'horizon de 6 à 12 mois, trois trajectoires permettent d'évaluer la dynamique du réalignement. La trajectoire centrale décrit un Royaume-Uni qui parvient à stabiliser partiellement son environnement économique sans retrouver pour autant son élan industriel. Les énergétiques demeurent fluctuants et limitent la reprise des secteurs à forte consommation d'électricité. Les investissements privés continuent de se redéployer vers des espaces offrant une meilleure prévisibilité, notamment plusieurs hubs africains dont les infrastructures renouvelables et les corridors industriels fonctionnent à pleine capacité. Dans ce scénario, la perte d'attractivité britannique ne s'inverse pas et le réalignement global se poursuit à un rythme constant. Le scénario optimiste s'appuie sur une accalmie durable des marchés énergétiques et sur une série de mesures industrielles ciblées. Le Royaume-Uni retrouverait alors une partie de sa compétitivité, offrant aux entreprises un environnement plus favorable pour investir. L'Afrique, de son côté, poursuivrait son ascension, mais de manière plus linéaire, consolidant ses partenariats énergétiques et miniers sans accélération supplémentaire. Les deux dynamiques coexisteraient, l'une tente de reconstruire un socle, l'autre avance par renforcement continu. L'ordre mondial se réorganise alors de manière plus graduelle, laissant davantage de marge d'action aux acteurs historiques.
Le scénario difficile envisage une nouvelle phase de volatilité énergétique en Europe. Cette situation amplifierait les vulnérabilités du Royaume-Uni, accélérant les retraits industriels et resserrant encore le crédit. Les coûts d'importation grimperaient, la monnaie se fragiliserait et les entreprises déplaceraient plus rapidement leurs opérations vers des zones plus stables. Pendant ce temps, l'Afrique intensifierait sa coordination régionale à travers de nouveaux parcs industriels, des infrastructures logistiques modernisées et une expansion continue de ses capacités énergétiques renouvelables. Le déplacement du centre de gravité s'accentuerait de trimestre en trimestre. De ces trois trajectoires, une idée directrice se dégage. L'enjeu n'est pas de prédire laquelle prévaudra, mais de comprendre comment chacune redistribue les leviers essentiels, énergie, démographie, valeurs industrielles, afin d'identifier où se construit réellement la capacité d'action dans un système mondial en mutation. Les mutations observées entre la Grande-Bretagne et l'Afrique ne concernent pas uniquement les États ou les entreprises. Elles réorganisent également la manière dont différents groupes comprennent et anticipent le futur. Le premier ensemble réunit les professionnels des secteurs stratégiques, qu'il s'agisse d'analystes, d'ingénieurs ou de décideurs. Pour eux, ce réalignement modifie des repères longtemps considérés comme stables. Les structures qui semblaient immuables deviennent mouvantes, tandis que des régions autrefois périphériques acquièrent une centralité nouvelle. Leur défi n'est plus seulement d'interpréter les données, mais aussi d'intégrer la vitesse à laquelle elles s'assemblent pour former des architectures cohérentes. Le deuxième groupe est constitué des entrepreneurs, cadres d'entreprise et acteurs orientés vers la création de valeur. Pour eux, le déplacement du centre de gravité économique offre des opportunités inédites. L'Afrique, avec ses infrastructures énergétiques renouvelables, ses corridors industriels et ses marchés en expansion, apparaît comme un espace où la prévisibilité s'accroît au moment même où certaines économies historiques perdent en cohésion. Cette inversion incite les entreprises à réviser leur carte mentale, à tester de nouveaux ancrages et à réévaluer leurs sources de stabilité. Le troisième ensemble regroupe les citoyens qui cherchent à comprendre les répercussions concrètes sur leur quotidien. Les dynamiques globales se traduisent par des évolutions de prix, des changements dans la disponibilité des emplois et des transformations des services publics. Ces mutations influencent directement leur perception du futur, car elles montrent que les transitions mondiales ne sont pas abstraites. Elles façonnent les choix individuels en matière de carrière, de mobilité ou de sécurité économique. Dans ces trois groupes, une exigence commune se dégage: développer une lecture structurée d'un monde en recomposition afin de prendre des décisions plus éclairées. Face au réalignement économique entre la Grande-Bretagne et l'Afrique, une feuille de route claire devient nécessaire pour orienter l'action publique, industrielle et sociale. La première étape concerne les gouvernements, qui doivent identifier les leviers structurels capables de renforcer ou de fragiliser leur position dans un contexte global instable. Il leur revient d'établir des priorités autour de l'énergie, des infrastructures et de la capacité industrielle, en mesurant les progrès à travers l'évolution des coûts opérationnels et de la stabilité des approvisionnements stratégiques. Cette clarification permet de passer d'une posture réactive à une stratégie anticipatrice. La deuxième étape s'adresse aux entreprises. Celles-ci doivent réévaluer leur chaîne d'approvisionnement selon une logique de résilience plutôt que de coût immédiat. Une feuille de route trimestrielle peut être définie pour tester de nouveaux corridors logistiques, diversifier les sources d'énergie et réduire les risques d'interruption. Le succès se mesure par l'amélioration de la marge opérationnelle et la continuité des activités, même en période de tension. La troisième étape implique la coopération régionale et internationale. Les États peuvent structurer des partenariats autour des minéraux critiques,
des infrastructures logistiques et des systèmes numériques. La solidité des accords, la rapidité d'exécution et la capacité à attirer des investissements productifs constituent des indicateurs utiles pour évaluer l'efficacité de cette coordination. Enfin, la quatrième étape vise à inclure les citoyens et les acteurs locaux dans la transition. Les programmes de formation, les outils numériques et l'accompagnement professionnel jouent un rôle essentiel pour aligner compétences et besoins industriels. Cette dynamique multiniveau garantit non seulement la stabilité sociale, mais aussi la durabilité du modèle économique émergent. Dans l'atelier des Midlands évoqué plus tôt, le directeur observait des machines tourner au ralenti, puis s'arrêter dans un silence qui n'était pas seulement industriel. Ce silence annonçait un déplacement du monde. Aujourd'hui, un écho inverse se manifeste dans plusieurs zones logistiques africaines. Les entrepôts s'illuminent, les flux se stabilisent, les infrastructures se synchronisent. Là où une économie s'essouffle, une autre se construit patiemment, révélant un mouvement longtemps sous-estimé. Dans cette recomposition, la posture de dirigeants comme Ibrahim Traoré devient emblématique d'une lecture différente du temps long. Chaque corridor énergétique, chaque parc industriel, chaque réforme logistique n'apparaît plus comme un événement isolé, mais comme une pièce d'un ensemble beaucoup plus vaste. La cohérence émerge du cumul et ce cumul finit par dessiner une trajectoire. Au fond, ce motif récurrent éclaire une vérité simple. Les transitions ne se perçoivent pas d'un seul coup. Elles se signalent d'abord dans les détails, puis s'affirment jusqu'à redéfinir les certitudes. Celui qui sait lire ces traces entrevoit déjà la direction que prend le monde. Les transitions observées entre la Grande-Bretagne et l'Afrique dépassent largement le cadre économique. Elles redessinent les rapports sociaux, influencent les flux culturels et modifient les ambitions collectives. Le déplacement du centre de gravité ne se produit jamais en un seul instant. Il s'impose d'abord à travers des signaux faibles, puis s'affirme jusqu'à remodeler la manière dont chacun évalue ses propres repères. Dans un monde où les dynamiques se recomposent silencieusement avant de devenir visibles, l'enjeu n'est plus d'attendre les confirmations officielles, mais de comprendre comment les transformations émergent et où elles mènent. Pour celles et ceux qui suivent ces mutations, chaque échange, chaque donnée et chaque comparaison contribue à éclairer un système mondial en mouvement. Explorer ces trajectoires, les confronter, analyser leur continuité ou leur rupture devient un outil essentiel pour anticiper les choix à venir. Alors, parmi les tendances évoquées, quel aspect souhaiteriez-vous approfondir dans le prochain volet? L'énergie, l'industrie, les corridors logistiques ou les implications sociales du réalignement?